Donc, moi, je viens du monde de l'assurance. Et le sujet aujourd'hui, c'est la perte de données, comment on l'indemnise, quoi. Comment est-ce qu'elle est indemnisable? Alors, avant de commencer cette présentation, juste ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de réflexions dans le passé sur, en fin de compte, elles valent quoi mes données? J'ai créé une base de données depuis quelques années, par exemple commerciale. Elle m'a coûté à saisir les données, je sais pas, 300 000 euros. Finalement, c'est un atout stratégique pour l'entreprise. J'aimerais bien la valoriser comme un brevet, comme un actif matériel. Est-ce que je peux dire que ça vaut 3 millions, 5 millions, 10 millions et demander à l'assureur de m'assurer sur cette valeur-là si jamais je les perds? La réponse est non. En fin de compte, on n'arrive pas à le faire. Donc vraiment, les pertes de données, l'indemnisation des pertes de données, c'est vraiment sur le coût réel de la donnée. Voilà, je voulais dire ça en introduction. Alors, donc, voici l'agenda, donc je vais me présenter tout à l'heure. Ensuite, ce que je voulais, c'était vous dire un peu comment l'assurance a évolué sur la qualité des garanties en cas de perte de données, sur les assurances traditionnelles un peu innovantes et sur tout ce qui est conséquence des attaques de hackers, et vous donner des exemples de sinistres qui ont été indemnisés par l'assurance. Voilà ce que je fais. Donc, moi, je dirige une société qui s'appelle Apollo. On est courtier en assurance, donc le courtier en assurance, c'est très différent d'un agent d'assurance. On n'est pas du tout représentatif d'une compagnie d'assurance. On est là pour comprendre le risque et apporter une solution d'assurance dans laquelle il va y avoir le moins d'exclusion de garantie possible en fonction du profil du risque de l'assureur. On n'assure pas, par exemple, une société comme Océanate Technologies, comme une SS2I qui facturerait qu'en régie sans prendre d'engagement contractuel. Voilà. Donc moi je suis un ancien d'IBM, et ce qui explique notre spécialisation. Donc on assure plus de 500 sociétés et notamment on a conçu des programmes d'assurance, notamment de responsabilité civile pour le monde des éditeurs de logiciels. Voilà. Alors traditionnellement, comment on assurait les pertes de données? Là, je vous parle de ce qui existe depuis 20 ans. En fin de compte, on assurait vos données dans le cadre de vos contrats d'assurance des locaux ou dans votre contrat d'assurance des matériels informatiques. Et l'assureur définissait des événements qui, s'ils se passaient, engendraient la mise en œuvre de la garantie d'assurance pour les frais de reconstitution de données. Donc, typiquement... un serveur qui se casse, un dommage électrique dans le data center, un dégât des eaux, du vol de PC, un incendie, de la foudre, de l'explosion, voilà. Et donc l'assureur, bien évidemment, si les données n'étaient pas du tout récupérables, l'assureur vous disait je ne veux pas vous indemniser, montrez-moi que vous pouvez reconstituer les données. Et là, on va indemniser le nombre de jours d'intérimaire que vous allez prendre pour ressaisir des données qui sont dans des documents papier, qui sont à gauche à droite, voire payer des prestations d'une SS2I qui va aller rechercher à gauche à droite des bouts de fichiers et refaire une base de données cohérente. Ça, c'est l'approche, très traditionnelle que probablement la plupart de vous ont ou n'ont pas, sachant que c'est quand même des garanties optionnelles. Donc, vous pouvez avoir très bien un contrat d'assurance des locaux sans qu'il y ait ça dedans. Voilà, faut le savoir. Alors, ça, c'est l'approche traditionnelle. Maintenant, il y a des garanties bien plus innovantes qui vont justement prendre en charge toutes les conséquences financières de la perte de données suite à des événements dits immatériels. Donc, typiquement, on tombe sur... alors, que ce soit que vous ayez vous-même votre propre data center ou que l'événement se passe chez un data center externe d'un prestataire, donc carence de fournisseurs, typiquement, tous mes onduleurs ont rendu l'âme, et en plus, il y a une panne EDF, donc quoi, plus d'EDF, il y a une pelleteuse dans le coin qui a donné un coup de pelle, il y a plus d'EDF, voilà, donc c'est des choses qui ont été vécues. Donc on prend en charge effectivement tout ce qui se passe sur les données après. L'erreur humaine, alors ça c'est malheureusement un grand classique. On a eu la dernière chez un de nos clients, un client qui dans le cadre d'une migration de système a effacé toute la base de données opérationnelle et a conservé celle qui n'était pas la bonne. Donc là on est sur des montants très astronomiques et malheureusement, c'est comme dans le film de Bourvil, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bouton bleu. Voilà, je vous assure que ça arrive. Donc voilà.
Le déni de service, c'est-à-dire une attaque par des tiers, la perte de réseau, l'atteinte à l'image, la fraude, le sabotage d'un salarié et l'intrusion qui est le hacking. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont des événements qui arrivent dans la vraie vie, d'accord, et qui arrivent maintenant presque aussi souvent qu'un vol, un dégât des eaux dans le data center. Et donc, les assureurs, bien sûr, prennent en charge tout ce qui est frais de reconstitution de données, comme je l'ai mentionné précédemment, mais aussi la perte de chiffre d'affaires ou la perte d'exploitation consécutive, par exemple, à une panne EDF. Voilà. Donc ça permet quand même de bien limiter son risque financier sur les données. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième vague, je dirais, de contrats d'assurance liés aux données. Et je voulais vous dire aussi que désormais, il y a toute une batterie de contrats d'assurance qui sont spécifiques sur les conséquences d'un hacking de vos bases de données, voilà, qui était peut-être un peu couvert dans l'aspect intrusion, sabotage, d'accord, mais avec une gamme de contrats qui s'appelle les contrats d'assurance cyber, qui couvrent tout un ensemble d'autres choses. Voilà. Donc, vous êtes... alors, on a bien vu que c'est comme des sujets avec la présentation de Bernard Lamont avant, avec maintenant, aussi bien au niveau du responsable de traitement qu'au niveau du sous-traitant, des responsabilités plus importantes, voire d'accord. Et on voit bien que tout à l'heure Bernard disait que le sous-traitant était co-responsable, sauf dans le cas où il y avait une négociation contractuelle qui se faisait entre son client final et lui-même. On voit bien, nous, courtiers d'assurance, que des clients reviennent vers nous en disant, voilà, avec le RGDP, certains grands clients nous demandent de renégocier nos contrats et on se retrouve avec des montants de responsabilité plus importants, nettement plus qu'avant, et notamment avec une volonté des grands donneurs d'ordre de dire, bah, voilà, si le projet ou si l'exploitation que tu fais de mes données, elle plante, de mon système, elle plante, voilà, on te demande un engagement de responsabilité d'1, 2, 3 millions d'euros, mais par contre, si ça concerne des données personnelles, je ne veux pas de plafond de responsabilité. Voilà. Ça, c'est ce qu'on commence à voir. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, bon, vous faites hacker, d'accord. Donc, que va couvrir un contrat d'assurance cyber? Mais finalement, toutes les choses suivantes. Des prestations d'assistance, d'accord. Donc, tout à l'heure, communication de crise, voilà, ça se sait dans la presse, dans Ouest France, le matin, la société X a été hackée, et puis finalement, le 1 million de références de données personnelles sont dans la nature. Bien évidemment, des frais d'avocat, des recours à des experts en sécurité informatique pour tout de suite colmater les brèches et récupérer les données. Donc, des prestations d'assistance. Deuxièmement, les dommages financiers que vous avez subis du fait de ce hacking. D'accord ? Tout à l'heure, on vous disait qu'avec la loi, vous allez être obligé de notifier à tous vos clients, et ceci, alors déjà une notification à la CNIL dans les mois, je crois que c'est 48 heures. Bernard, je sais plus, hein, c'est 48 heures, et à vos clients dans un meilleur délai. Donc ça veut dire que si jamais vous gérez les 20 millions de données personnelles comme tu évoquais Bernard avant, eh bien vous allez avoir besoin de mettre en place des moyens d'information, soit par mail, soit par écrit, mettre en place des CRM pour éviter que les clients paniquent, et tout ça, ça va être pris en charge par l'assurance. D'accord ? Des choses qui sont assez sensibles quand vous avez été vraiment hacké, c'est l'identity monitoring. Ça veut dire qu'il y a des sociétés de conseil qui vont, après le hacking, ausculter les réseaux un peu partout dans le monde pour voir si finalement il n'y a pas encore des données personnelles issues du vol qui sont réutilisées. D'accord ? Et en plus sur le plan financier. D'accord ? J'ai eu des vols de numéros de crédit, de cartes de crédit, finalement, qui utilisent ces numéros encore dans le monde, voilà. Donc il y a des frais non négligeables, voilà. Et puis votre perte d'exploitation, d'accord. Vous avez été hacké, vous êtes un site de e-commerce, vous êtes très perturbé. Vous voyez ce qui s'est passé pour France 5, je crois, il y a 2 ans, qui a quand même une activité qui a été très perturbée pendant plus d'1 mois. Donc vous allez perdre du chiffre d'affaires et l'assureur va vous indemniser là-dessus. Voilà. Troisième sujet qui est important, c'est aussi que vous êtes hacké, d'accord. Et bien évidemment, ça a pu causer des clients, le fait des préjudices à vos clients.
Donc soit vous êtes comment dire un utilisateur et il y a vos clients finaux qui finalement vont dire bah écoutez moi ces données elles ont été utilisées, voilà ce qui a été débité sur mon compte. Soit vous êtes un éditeur par exemple en mode SaaS et finalement c'est votre client donc qui lui-même a ses clients qui va comment dire venir vers vous et vous faire des comment dire des réclamations financières. Alors là, j'attire l'attention de manière excessivement claire vis-à-vis des éditeurs de logiciels qui sont dans la salle, mais je vais faire un tout petit cours de droit et d'assurance. En fin de compte, la responsabilité civile, ça répond à la demande du Code civil, d'accord, d'indemniser un préjudice à un tiers quand on est responsable. Le problème du hacking, c'est que vous pouvez avoir mis en place toutes les données, enfin tous les logiciels, bonnes pratiques, d'avoir été un hyper bon professionnel, mais malgré tout, le hacker a réussi à voler les données. D'accord. Et si, à la fin d'une expertise, il est montré que vous avez vachement bien bossé, mais le mec a été tellement bon que quelque part, on ne peut pas vous reprocher d'avoir été hacké, vous n'allez pas être, d'un point de vue juridique, responsable. D'accord. Or, votre contrat, chers éditeurs de logiciels, de RC, il ne vous couvre que si vous êtes responsable. D'accord. Donc, vous êtes jugé non responsable, mais votre client final a quand même un préjudice et votre assureur dit, mais moi je te couvre pas puisque tu n'as pas été responsable. C'est donc, et ça, c'est la lacune du contrat RC professionnel. Et le contrat cyber vient effectivement combler cette lacune dans le sens où il va venir vous indemniser si quelque part ce hacking a causé un dommage à votre client final, même si vous n'êtes pas responsable. C'est un sujet très sensible. Voilà. Alors, dans les garanties qui sont aussi couvertes, dans ces contrats, vous avez tous les coûts associés à une enquête de la CNIL, d'accord, ou si, comment dire, vous êtes actif dans tout ce qui est, comment dire, transactions bancaires, il y a toutes les normes de PCI DSS, et là, il y a une sorte d'organisation internationale qui peut vous tomber sur le poil, et va ici la possibilité de vous demander des dédommagements, tout ça c'est couvert, voilà. Point important aussi, on le verra tout à l'heure, je vais vous apporter des statistiques, vous verrez que le ransomware, le rançonnage, c'est quand même l'événement le plus important qui se passe aujourd'hui. Donc l'assureur va payer la rançon, d'accord. Alors dans certains pays, ça donne débat, d'accord. L'assureur peut ou ne pas payer pour ne pas encourager les choses, mais sachez que dans les contrats, effectivement, vous pouvez, comment dire, l'assureur vous indemnise là-dessus. Tout ce qui est cyberfraude, ça veut dire comment dire réutilisation ultérieure des données qui ont été volées par le hacker et donnant lieu à un transfert d'argent. Donc ça c'est couvert. Et puis un point important que vous avez peut-être vécu dans votre entreprise, c'est tout ce qui est hacking dans le domaine des télécoms, phone hacking, donc surfacturation. Donc c'est un grand classique. Nous tous les 3 mois, on a un client qui dit écoutez, je suis un peu emmerdé là, je viens d'avoir une facture de 300 000 € de Colt. Et j'ai eu la dernière fois, c'était toute une diaspora cubaine qui était passée dans les systèmes de notre client entre le vendredi soir et le dimanche midi, 300 000 € de facturation. Voilà. Donc ça c'est ce que couvrent les contrats d'assurance cyber. Ils sont arrivés depuis 4 ans. La première version elle n'était pas aussi complète que ce qui existe. Maintenant, vraiment des choses très très complètes pour vous sécuriser. Alors, je voudrais, c'est sorti récemment, il y a un gros assureur américain qui s'appelle AIG qui a fait une compilation des sinistres qui lui ont été déclarés par ses clients qui avaient souscrit des contrats cyber. Et on vous a mis les principaux, on n'a pas mis tous, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans 16% des cas, les incidents déclarés étaient une réclamation de rançon. D'accord. Ensuite, le 2 et 3e point, c'est 25% quasiment, c'est vraiment du vol de données. Voilà. Ensuite, on voit le 4e, c'est l'introduction de malware. Et puis, c'est assez marrant, en fin de compte, comme quasiment 10%, en fin de compte, les atteintes à la sécurité des données viennent de la négligence d'un salarié. Enfin, je pense que là, c'est des sujets qui sont peut-être abordés après. Voilà. Usurpation d'identité, déni de service. Voilà. Donc là, on est dans le concret. Ce que je voulais vous donner aussi, c'est des exemples je vous ai mentionné les contrats d'assurance tout à l'heure qui couvraient les risques immatériels. Vous donner des exemples, voilà, des exemples de cas vécus. Centrale de réservation en ligne. Donc typiquement une centrale qui a été hackée avec pour conséquence l'interruption de la possibilité de faire des réservations en ligne pendant 36 heures. Coût 98 000 €, 10 000 € d'expert IT pour remettre en fonction le service,
15 000 euros pour quand même communiquer et dire que finalement on est toujours en vie, on continue, d'accord. Et puis 80 000 euros de perte de revenus. Voilà. Perte de ces disques durs. Donc ça c'est un exemple anglais où il y a des salariés qui ont perdu, d'hôpitaux, qui ont perdu par malchance toutes les données bancaires et médicales de 300 000 patients. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit. Vous voyez que le coût total est très très important. Et 2 millions d'euros, ce qu'on voit, c'est l'importance des frais de notification. 1 million d'euros. Donc là-dessus, c'était tellement sensible qu'il a fallu mettre des call centers, des gens étaient tellement affolés que ça a été un chantier énorme et les call centers avec des centaines de téléopérateurs qui ont dû être disponibles, répondre pendant des semaines, c'est un coût très important et avec une opération qui peut se prolonger dans le temps. Et vous voyez, 938 000 de credit monitoring, ça c'est effectivement des gens qui ont dû suivre pendant des mois, je crois pendant quasiment 2 ans, qu'on screenait un peu le monde financier pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas de transactions bancaires indues sur le numéro de carte bancaire des 300 000 personnes. Voilà. Ensuite, panne informatique. Une société de fabrication de pièces pour l'industrie a été victime d'une panne serveur. Bon là, on est dans le classique. Ça a eu, je dirais, pour éviter que ça ait un impact trop important, le temps qu'on reconstitue les entrées de sortie de stock, l'entreprise a dépêché ses salariés en heures supplémentaires. Voilà, pour éviter un gros arrêt de production. Bon, voilà, ça c'est des choses c'est ce qu'on appelle les frais supplémentaires qui sont pris en charge, 350 000 euros. Une petite histoire de bombe logique. Voilà. Une fois par an, on a un petit dossier comme ça d'un salarié qui se venge, d'accord, et qui rend indisponibles les serveurs. Virus. Donc ça, c'est un cas intéressant. C'est un groupe de distribution qui a subi une attaque virale avant les fêtes de l'année. Et en fin de compte, ça avait impacté beaucoup de caisses. Et donc du coup, son prestataire a dû intervenir en grand nombre et fait intervenir des gens le soir, la nuit, avec un coût non négligeable de 220 000 euros. Voilà. Fuite de données sur une chaîne de magasins dont les données ont été divulguées. Voilà. Là aussi, on retrouve les frais de notification. Bon, les slides seront disponibles. Je vous laisserai les revoir. Je voulais terminer par quelques conseils pratiques. Bon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le RGDP, là, je m'adresse plutôt aux prestataires IT dans la salle. Le RGDP, on l'a vu, va vraiment vous mettre des responsabilités accrues sur les épaules. Voilà. Donc, on en a reparlé. C'est peut-être l'occasion dans tout ce qu'il faut faire de rediscuter avec votre assureur favori sur finalement est-ce que ma RC est bien adaptée du fait de ces nouvelles obligations. Bien évidemment, si vous gérez des données personnelles. Voilà. Un point important, je l'ai mentionné tout à l'heure pour les éditeurs, c'est vraiment valider si vous êtes aujourd'hui assuré en RC pour les risques cyber. La RC professionnelle est souvent insuffisante. Certains contrats d'RC Pro couvrent cette notion de RC cyber ou pas. Franchement, il faut que vous ayez ça dans votre checklist des points à vérifier. Voilà. Enfin, un point très important, c'est-à-dire que du fait que le sous-traitant va avoir une vraie co-responsabilité, il s'agit vraiment de faire très attention à ce qui se passe derrière vous, et notamment vos propres sous-traitants. Voilà. Vous êtes éditeur en mode SaaS, vous faites infogérer une partie de vos données, vous avez vos données dans un data center. Comment est-ce que vous prenez vous avez votre client final qui va dire écoute, maintenant tu es co-responsable, donc voilà ton engagement contractuel. Avant on regardait pas trop, mais maintenant c'est ça. Retournez-vous vers vos sous-traitants et regardez si vos sous-traitants ont le même niveau de responsabilité vis-à-vis de vous. Ça sera très difficile d'avoir cette chaîne contractuelle homogène avec notamment les hébergeurs, étant donné que eux ne peuvent pas supporter la perte financière de tous leurs clients s'ils ont un incident.
Donc il y a un sujet, et notamment sur l'aspect assurance, il faut faire très attention parce que ce sujet peut être une source de déchéance de garantie si ça n'est pas étudié avec votre assureur. Voilà. Et le dernier point, c'est de dire que c'est pas facile quoi de bien définir le montant de garantie cyber aujourd'hui, mais on est peut-être là pour vous aider si vous le souhaitez. Voilà.